Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine à l'émission, j'ai le bonheur de recevoir l'auteure Sophie Luce Morin. Bonjour Sophie Luce, comment ça va? Ben, bonjour Amélie, ça va super bien. Merci de me recevoir ce matin. Ça me fait grand plaisir et j'ai envie de te faire découvrir à mes auditeurs. Alors, tu as une maîtrise en études littéraires. Tu es diplômée en thérapie émotive... émotivo-rationnelle. Et tu écris depuis un certain nombre d'années parce que tu as écrit des livres jeunesse, mais aussi depuis 2-3 ans, tu écris des livres pour adultes. Oui. Écoute, mon parcours, c'est vraiment pas au départ un parcours littéraire. En fait, le premier travail que j'aurais aimé faire, ça aurait été, sais-tu quoi? Animatrice de radio. Ah, pour vrai? Oui. Mais moi, je voulais aller à l'université à Ottawa parce qu'il y avait le... À la cité collégiale? Oui. Puis mes parents ne voulaient pas. Donc, puis ils ne voulaient pas davantage que j'aille étudier à Jonquière. Ben, parce que c'était loin, tout ça. Donc, tu sais, j'ai comme un petit peu bifurqué. Je suis allée au cégep à Sherbrooke. Puis après ça, j'ai fait, écoute, j'ai un diplôme en dessin de mode. Mais j'ai jamais travaillé là-dedans. Parce que je me suis aperçue un peu tard que, tu sais, quand tu travailles en dessin de mode, tu travailles souvent dans une usine. Puis je me suis dit que les atmosphères d'usine, c'était pas vraiment mon bag. En tous les cas, j'ai fait beaucoup de vêtements pour mes enfants. Ah oui? Oui. Et puis, c'est ça, je suis à la fois intellectuelle puis manuelle. Je fais beaucoup de jardinage. Donc, c'est ça, j'ai oscillé longtemps. Qu'est-ce que j'allais vraiment faire de ma vie? Puis, j'ai quand même fait mon diplôme d'animatrice radio-télé. Ah oui? Au Collège Carte à Québec. Ah, je connais pas ça. Mais je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, c'était un cours privé, puis je faisais ça le soir, puis j'ai bien aimé ça. Mais est-ce que tu as fait de la radio? Ben, j'en ai pas vraiment fait, parce que moi, tu sais, j'ai eu mes enfants très jeunes, hein. J'avais pas de rêve professionnel. J'avais une idée, c'était d'avoir des enfants. Ça, c'était primordial pour moi, dans plus qu'une carrière, je pense. Puis en même temps, faire de la radio, ben, ça veut dire que tu peux avoir une belle diction, avoir un vocabulaire élaboré, bien t'exprimer. Moi, je trouvais que j'avais pas grand-chose à dire à l'âge que j'avais. J'avais quoi, début vingtaine, là? Je me sentais comme, un peu comme une intruse. Fait que j'ai eu mes enfants. Oh mon Dieu, j'ai eu tellement de plaisir. Ah oui? J'ai tellement aimé ça, cette période-là de ma vie avec mes petits bébés, vraiment, là. Mais en même temps, j'aimais pas ça rester à la maison. C'est vraiment, je pense que je suis assez paradoxale. Puis donc, ben voilà, j'ai toujours continué d'étudier. Mon premier livre que j'ai publié, c'est un album pour enfants. Je l'ai publié en 98. En tout cas, je pense qu'il a été publié en 98, qu'il a paru en 98. Mais évidemment, ça prend comme 2 ans avant que ça paraisse, le temps que l'illustrateur élabore les illustrations, puis tout ça. Donc, il y a quand même... en tout cas, pour mon premier album, je pense que je l'avais présenté en 96. À ce moment-là, c'était les éditions du Raton Lapeur, qui a été acheté par Banjo puis par Bayard Canada. Et puis, ça n'a pas été long. Écoute, j'ai envoyé mon petit manuscrit, puis 10 jours après, le contrat était signé. Hey, wow. Je me sentais comme hot. Vraiment, je me disais, hey, je suis bien bonne, là, tu sais. Là. Puis en plus, le premier album, je pense j'avais eu comme en tout cas, j'avais eu une mention, 4e ou 5e place au concours des meilleurs écrits à communication jeunesse. Hey, là, je me prenais pour une autre. Presque. Et puis, ben là, c'est là que j'ai vraiment comme mis beaucoup d'énergie sur finir mes études littéraires, puis faire ma maîtrise. Puis je m'étais même inscrite au doctorat. Oh! Puis j'ai failli y rester. Ah non. Oui? J'ai bifurqué. J'ai bifurqué, puis je me suis... en fin de compte, mon parcours professionnel, ça a été un petit peu plus long parce que je devais travailler. Hein. Je me suis séparée, puis évidemment, là, quand tu te sépares, souvent, c'est le monétaire qui entre en jeu. Donc, je devais travailler, m'occuper des enfants, là, même si on avait la garde partagée, tout ça, c'est pas comme quand ton conjoint est à côté de toi. Puis, voilà, tu sais, c'est comme j'écrivais plus à temps partiel. Puis maintenant, la vie fait en sorte que je peux écrire davantage. Donc, me voilà. Et en 2000, tu as reçu un prix pour une nouvelle que tu as écrite? Oui, La Scatola Nera, la boîte noire. Hey, ça, là, c'est vraiment... Mais ça a été publié aussi, là. Hey, j'ai reçu ce prix-là. Ça a été publié dans mon livre « Écris-moi en bleu ».
Donc, c'est vraiment... écoute, sur la page couverture, c'est écrit que c'est un roman, là, mais disons que je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. C'est un mélange de poésie, de réflexion sur la vie, sur l'écriture, sur le travail artistique, sur l'acte créateur. Puis cette nouvelle-là est là-dedans, la Scatonalera. C'est complètement fou, cette affaire-là. Je serais incapable de réécrire des choses comme ça, vraiment, là, parce que j'ai trouvé ça difficile. Il faut voir qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans le milieu universitaire, puis on avait un peu, je sais pas, plus tu écrivais des choses tordues, meilleur tu étais. Ah oui? En fait, moi, c'est la perception que j'avais. Tu sais, puis on étudiait des écrivains comme Romain Gary, Virginia Woolf. C'est assez sombre comme littérature. Absolument. Puis Raymond Carver, qui était vraiment à l'époque... Mais Régent Ducharme fait partie de de ces auteurs-là qui sont assez sombres. Hein? Sauf que Régent Ducharme était peut-être le plus drôle des plus sombres. Mais tu vois, Écris-moi en bleu, là, c'est un peu dans cette veine-là d'écriture tordue où est-ce que la fin est complètement ouverte, tu sais pas trop. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu difficile tu sais, t'écris, t'es comme un acteur, hein? Tu te trempes là-dedans, t'écris des affaires difficiles, puis après ça, t'es mère. Là, il faut que tu fasses ton macaroni au fromage, puis que tu ailles chercher les enfants à la garderie. Moi, j'ai trouvé ça difficile, ça fait que j'ai pris du recul par rapport à ça, puis j'ai écrit complètement, j'ai travaillé beaucoup avec Stanley Péan, puis on a écrit 2 téléromans ensemble. Fait que je me suis davantage investie dans l'écriture scénaristique, qui était moins exigeante psychologiquement pour moi, dans tous les cas, puis j'ai adoré ça. Fait que c'est ça, la Scatolanera, c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille, en tout cas une femme, peu importe son âge, là. À ce moment-là, tu vois, ça fait pas si longtemps que ça a été écrit, mais à ce moment-là, il y avait vraiment les boîtes noires. Tu mettais ton film de ton appareil photo, tu allais porter ça en développement, tu revenais avec tes photos. Hein, on parle de 2002, ça fait pas si longtemps que ça. Non, mais tu vois, fait que la fille, elle s'en va porter son film en développement, 1 heure, OK? Fait que tout se passe en dedans d'1 heure. Puis elle revient, puis elle n'a pas de photo parce qu'il n'y avait pas de film. Puis c'était son chum, c'était toute son histoire d'amour qui était là-dedans. Puis c'est assez terrible, là, comme... tu sais, la fille revient, là, puis elle cherche ses photos, puis elle n'a pas de photos, puis il n'y en avait pas là-dedans de film. En tout cas, c'est pour ça que ça s'appelle la Scatolanera, la boîte noire. Fait que voilà, ça c'était dans ma période un peu plus sombre. Mais comment on vient à écrire des trucs un peu plus joyeux? C'est une décision. OK. Je te dirais qu'au départ, c'est une décision parce que moi, je me rappelle, en fait, ça fait longtemps que j'écris, ça fait longtemps que j'avais 12 ans, puis j'ai fait mon premier one-woman show, tu sais. C'est vrai, parce qu'on nous demandait, moi j'ai fait du théâtre aussi, puis on nous avait demandé de présenter quelque chose, tu sais, à l'école secondaire, non, c'était à l'école primaire, non, 12 ans, c'est à l'école secondaire. Puis j'avais écrit un sketch vraiment humoristique sur la famille de mon père. Mais je riais pas d'eux autres. Tu sais, c'était comme, je sais pas, n'importe quel show humoristique, là, tu sais, c'est pas personnel, là. En tout cas, c'était drôle parce que je pouvais un petit peu me moquer d'eux autres parce que c'était des gens qui ne parlaient pas très bien le français. C'était trop drôle, leur accent. Veux-tu que je te dise un petit peu? Oui. En tout cas, bref, j'aimais déjà l'humour au départ. Alors voilà, on est l'été, chez moi, là, ça c'est la vraie vie, là. C'est pas mon sketch, mais c'est ça que j'ai raconté dans mon sketch. Alors, ma tante, qui vient de l'Ontario, elle vient de, je pense c'est London, Ontario. Puis, elle est toute jeune, quoi. Elle a peut-être, je sais pas, au début de la vingtaine, elle s'est mariée très jeune. Puis elle a un petit bébé, qui est ma cousine, et qui s'appelle Thérèse. Thérèse, même si ma cousine a à peu près, je te dirais qu'elle doit, c'est ça, elle a à peu près une 12aine d'années plus jeune que moi. C'était pas un nom qui était tellement populaire à l'époque, mais chez les Franco-Ontariens, ça l'était probablement davantage. Puis aussi, surtout, c'était le nom de sa marraine. Mais dans la vraie vie, elle s'appelait Thérèse. Elle s'appelait Thérèse. Fait que là, ma tante...
Elle me dit, on est dans la cuisine chez mes parents, puis leur voiture est dehors, puis elle a le bébé dans ses bras, puis elle me dit, « Hey, ça te tenterait-tu d'aller chercher la capine puis sweater à Thérèse dans le char? » Là, tu comprends que j'ai rien compris de ce qu'elle m'a dit, j'ai compris char, puis Thérèse. Fait que là, je regarde ma mère, j'ai dit, « Pardon? » Tu sais, ma mère, moi, elle était enseignante, hein. Tu comprends que chez nous, on disait moi, toi, puis on n'avait pas le droit de dire maudit, encore moins de sacré, puis je te dis. Fait qu'on n'était pas habitués à ça. Fait que ma tante répète, tu irais-tu me chercher la capine puis le sweater à Thérèse dans le char? Sais-tu qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le chapeau, le bonnet, puis le gilet de Thérèse dans l'auto. Mais moi, j'habitais en Ontario pendant longtemps, oui, donc alors je connais le lexique franco-ontarien. J'avais trouvé ça tellement drôle, tu sais, fait que j'avais fait tout un sketch qui partait de ça, de cette manière-là, de tordre le français. Puis c'est pour ça que j'aime moi-même un petit peu jouer avec les mots quand j'écris. Donc... Mais pour en revenir à comment on bifurque vers l'humour, on le décide. J'avais juré que j'avais plus envie de réécrire ça parce que je trouvais ça trop difficile psychologiquement. Puis j'ai écrit des scénarios. Vraiment, avec la scénarisation, tu as une distance que tu n'as pas dans le roman. Puis le fait d'être partenaire avec un autre auteur aussi, ça devient vraiment un travail de collaboration où est-ce que tu as du plaisir à écrire. Enfin, nous, on avait du plaisir à faire ça, tu sais. T'es pas toute seule dans ton coin à écrire ton roman. Ça, c'est bien le fun. Si tu me permets, Sophie, on va s'arrêter et on se reparle dans les prochains instants. Je veux qu'on parle de ma Mercedes contre un tracteur. Oh, OK. Tant qu'on s'aime, tout est possible. Vas-y, tu peux compter sur moi. C'est moins précis et plus solide que de compter sur tes doigts, que de compter sur tes doigts. Si tout se vend puis tout s'achète, juste en cliquant sur Internet, je veux juste te dire que mon amour, lui, tu payeras jamais pour. Jamais pour. Quand je te passerai la bague au doigt, ce sera au milieu d'une clairière. Le ciel nous servira de toit, nos amis feront de la lumière. La vie est courte, le monde est grand, puis malgré les petits bouts qui durent longtemps, faisons ça bien, faisons ça beau, et partons pour San Francisco. San Francisco. Veux-tu, on va se faire des enfants qui rêveront d'aller jouer dehors au lieu d'être prisonniers de l'écran qui rend le monde technicolore au cœur d'une époque de contraires remplie de désirs virtuels. Je rêve d'une famille nucléaire et d'une coupe Stanley dans ma ruelle. Pourquoi respirer à tout rompre comme des poissons hors de l'eau? Attendons juste que la marée monte dans la baie de San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. Si c'est vrai que tout tient qu'à un fil, que le fil s'envole dans le vent, puisque la vie est si fragile, raison de plus pour mordre dedans. Tout en moi me crie qu'il faut vivre, partons sans regarder derrière. Laisse-moi t'aimer comme dans les livres, roulons jusqu'au bord de la terre, le cœur léger comme une guitare. Qui c'est qui va jouer ce soir, le pied pesant comme un piano? On retourne à San Francisco. San Francisco.